Bonjour, merci à Fabrice Parker de nous avoir invités et à Madame Forêt de nous laisser sa place pour partir un petit peu plus tôt puisque le retard fait que j'ai peur de rater mon train. Je viens vous parler d'un type de dysgraphisme un peu particulier qui est le défaut de connexion entre la relation primaire et secondaire, où il y a quelques cas décrits dans la littérature maintenant. Tout le monde ici est concerné par les dysgraphismes, donc tout le monde connaît un peu l'embryologie et on fait la séparation entre la neurulation primitive et la neurulation secondaire avec les pathologies qui en découlent. Ça passe, on m'entend pas. Voilà, donc il y a la neurulation primaire avec surtout le myeloméningocèle et l'LDM, et puis la neurulation secondaire avec tous les dysgraphismes que vous connaissez, les myocytocèles, les myelipomes, du cône, ainsi de suite. Et puis là, je vais vous parler d'un cas d'un petit garçon qui a 5 ans, ce que je le vois, c'est en fin 2016 ou début 2017, je ne me rappelle plus très bien. Et en fait, c'est un enfant qui a 5 ans, qui a marché à passer 2 ans, et qui a vraiment des troubles moteurs avec des mollets très fins, des pieds en rotation externe de façon bilatérale, il a des hanches aussi en rotation externe. Il marche, mais il marche avec un déficit L5S1 assez partiel, mais qui est bien marqué. Et surtout, il a des troubles sphinctériens depuis la naissance, il n'a jamais été propre, donc il a une énurésie, il perd ses urines, et ceci ne s'est jamais amélioré. Il avait dans ses antécédents une fistule urétéro-rectale qui avait été opérée dans une autre ville du sud de la France, et je le vois pour un second avis, il a 5 ans, et il a un tableau qui fait penser à un syndrome de régression caudale, je pensais, donc je lui demande une IRM qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent. Et l'IRM, la voici, on se retrouve avec la partie haute, vous voyez cette image qui fait penser vraiment, ici je me suis dit tiens, il y a un arrêt un peu brutal de la moelle épinière sur le neuropore inférieur, peut-être que c'est une régression caudale, et puis en regardant bien les images, on voit qu'à la partie basse, il y a quelque chose qui peut ressembler au cône médulaire, à la partie très basse ici, hein, dans le canal lombaire en L5S1. Donc c'était assez étonnant, moi j'avais jamais vu ça avant, hein, donc je ne connaissais pas trop. On voit bien en coupe axiale, vous avez le cône en haut, le tractus, et puis la moelle épinière en T12, T11, le tractus, et puis en bas vous avez le cône médulaire. Et puis lorsqu'on voit tout en bas, je vois un lipome du filum terminal, je dis bon ben je ne sais pas trop quoi lui proposer, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment lui rendre service par la chirurgie, mais comme il y a quand même un consensus assez net sur les moelles fixes et basses avec des lipomes du filum, je me dis on ne perd rien de lui proposer une chirurgie de libération médulaire entre parenthèses en coupant ce filum. C'est ce qui va être fait avec un succès tout à fait nul, hein, c'est-à-dire aucun résultat, ça n'aurait changé. Et puis dans le courant de l'année 2017, c'est-à-dire quelques mois plus tard, dans la littérature, il sort ce premier papier en haut de l'équipe de San Francisco, de Pang, et qui rapporte 3 cas, avec exactement la même histoire, c'est-à-dire des enfants qui ont des troubles moteurs, qui marchent très tardivement, qui ont des troubles sphinctériens d'entrée, primaires, et qui ne s'améliorent pas. Il rapporte 3 cas, et un quatrième est rapporté 2 ou 3 mois plus tard, par une autre équipe américaine. Et en fait, lorsque on regarde leur iconographie, on a exactement la même chose. Hein. Je vous ai mis les 3 cas de Pang, le premier en haut à gauche, et vous voyez le cône qui est ici, et puis vous avez, pas le cône, excusez-moi, la partie basse de la moelle qui est ici, et vous avez dans la partie basse du rachis lombaire, vous avez le cône, exactement pareil. Le deuxième cas, c'est la même chose, avec vous voyez très très bas dans le sacrum, vous avez un gros morceau de cône qui est quasiment normal, mais qui n'est pas connecté à la partie supérieure, et entre les deux, on a un aspect de bande fibreuse, un tractus fibreux. Le troisième cas, c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment une présentation assez stéréotypée d'un point de vue clinique et d'un point de vue radiologique. Il y en a un qui a été opéré, c'est le premier cas de l'équipe de Pang, donc en Californie. Ils l'ont opéré, ils ont profité de la chirurgie pour le stimuler et faire le monitorage péropératoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que lorsqu'on fait les potentiels évoqués moteurs sur cette malformation, on a des réponses jusque en L5S1, et puis au-dessous il n'y a plus rien, enfin L5, et au-dessous il n'y a plus rien, vous avez des bons potentiels qui apparaissent au-dessus, et puis au-dessous il n'y a rien du tout. Voilà l'aspect opératoire, vous avez la partie basse de la moelle épinière qui est ici, qui est la partie dorsale basse, le tractus fibreux, enfin, on ne sait pas que c'est fibreux au départ, ici, vous voyez bien blanc, et puis le cône qui est en bas dans le sacrum. Ils ont profité de la chirurgie pour stimuler aussi le cône, une stimulation directe sur le cône médulaire, et là vous avez des réponses tout à fait normales au niveau de l'abducteur de la luxe et au niveau du sphincter anal. Donc ce cône est fonctionnel, malheureusement il n'a plus de connexion avec les centres supérieurs, et donc pas de véritable possibilité de gestion et de
de fonction sur le contrôle sphinctérien. Quand on regarde les 5 cas maintenant qui sont décrits, enfin, ils sont tous pareils. Le seul qui est différent, c'est celui qui était décrit par l'équipe par Schmitt, parce qu'en fait c'est un cas néonatal, c'est un petit qui est né. Dès la naissance, ils ont vu qu'il y avait une anomalie, et ils disent qu'il n'y a pas de déficit moteur, mais c'est un peu ce qui est décrit chez les autres quand ils sont tout petits. Ils arrivent à bouger les jambes, ils bougent leurs pieds, mais le tonus est faible, donc c'est pas vraiment pris en compte. Comme ils ne sont pas encore propres, ils ne parlent pas de tonus sphinctérien, mais je pense que c'est exactement le même cas et qu'il aura la même évolution que les autres. Donc c'est stéréotypé, ce sont des enfants qui naissent avec des déficits moteurs très distales, L5, S1 et en dessous, pas de stigmate cutané au niveau de la peau, et des troubles sphinctériens primaires et qui ne s'améliorent jamais. Et en fait, lorsqu'on regarde un peu dans la littérature, il y avait un papier qui avait été écrit par l'équipe parisienne, avec Martin Catala en particulier, je pense, qui avait rapporté cette étape intermédiaire entre la neurulation primitive et secondaire, où il dit qu'il y a un instant, il y a un moment où apparaît un tissu, le node strict border, il appelle ça, qui est chargé d'organiser cette mise en connexion entre la masse caudale et la partie basse de la moelle primitive. Et cette mise en place se fait par une foliation. Le tube neural va s'enrouler, il s'enroule de manière un peu particulière, il est concave vers l'intérieur, et c'est sous la dépendance probablement de plusieurs gènes et de plusieurs molécules d'adhésion, et ils décrivent les SOX2 et les prickles. Les SOX2 sont répartis de part et d'autre de la fente sur le tube inférieur, et pareil sur la face externe de la masse caudale, et ça va venir se connecter, ça va venir s'enrouler et finir le tube. Et il y a aussi des prickle 1 qui sont là, et les prickle 1, ça a été démontré chez le poulet, que lorsqu'on arrive à inhiber ce prickle 1, on a des syndromes de réduction caudale qui apparaissent chez les poulets. Donc voilà les images qui sont montrées par l'équipe de la salpêtrière, et vous savez, cette interface, le carré c'est la zone de la jonction, c'est le node strict border qu'ils les appellent, avec en bleu, violet sont les cellules marquées par SOX2, et elles sont autant de la partie blanche, c'est-à-dire la masse caudale, que le cône, et cette partie pas le cône, excusez-moi, que la partie basse du tube primitif, qui est, vous avez vu, il est effilé avec une concavité à l'intérieur, et la masse caudale vient se mettre là-dedans et se connecter et s'enrouler. Donc c'est une troisième catégorie peut-être de dysgraphisme qui est assez stéréotypée, qui a des troubles moteurs et sensitifs et sphinctériens dès la naissance, qui n'évoluent pas. Ce sont des cas rares, mais peut-être qu'il y a aussi des cas un petit peu inhabituels. Ça, je l'ai rajouté parce que je l'ai vu la semaine dernière en consultation, qui venait aussi d'ailleurs. Vous voyez que si vous regardez la partie haute de l'image, vous avez sûrement la partie basse de la moelle épinière, et puis dessous, une image qui est sûrement le cône qui est en train de s'accoler, mais qui n'est pas complètement accolé, avec une petite bandelette entre les deux. Et c'est vraiment exactement la même chose, parce que cet enfant avait aussi un déficit moteur distal et des troubles sphinctériens depuis la naissance. Donc tous ces troubles sont présents dès la naissance, ils n'évoluent pas, donc il n'y a pas d'indication à les opérer. Ça ne sert à rien, même s'il y a une filum terminale comme le nôtre, ça ne sert à rien d'aller le couper, ça ne change pas l'évolution naturelle de la maladie. Et c'est intéressant de savoir les reconnaître pour pouvoir expliquer aux parents la prise en charge et prévenir les complications. Je vous remercie. Merci Didier. Avant que tu repartes du côté de Marseille, le temps de répondre à une ou deux questions sur cette situation quand même bien exceptionnelle, mais qu'il est utile effectivement de reconnaître. Alors moi je voulais juste, j'en profite juste pour remercier encore une fois toute son équipe et Madame Gilanton pour le petit clip, parce que ça nous permet à nous, association, de comprendre avec des mots simples. Et justement, nous, on est là, quelques-uns de l'association, on est là, et en même temps, on est pour la plupart donc des pairs et des délégués régionaux, et justement, entre guillemets, notre travail qui est bénévole, certes bénévole, mais notre travail quand même, c'est de retranscrire à nos pairs ou aux nouveaux arrivants dans le domaine en langage du commun des mortels, on va dire. Et c'est ça qui est super. Et on va espérer qu'un jour le monde médical
arrive au même point. On espère, on espère. On passe à la